des jeunes espoirs du Canadien qui ont fait leur début professionnel avec le Rocket de Laval dans les derniers jours. Le Rocket qui a malheureusement été éliminé, incapable de battre Belleville lors des 2 matchs du week-end pour se qualifier, mais quand même, on a pu voir en action les Florian Jacquet et les Luke Tuck. Avant d'y aller, de ton analyse individuelle, je veux t'amener un débat un peu philosophique, Marty, parce que c'est sorti dans les médias. Il y a certains vétérans qui se sont plaints parce que du côté du Canadien, on a préféré y aller avec les jeunes, y aller avec la progression et l'avenir, plutôt que d'insérer des vétérans dans la formation pour tenter d'accéder aux séries. C'est quoi ta lecture de la situation? Est-ce que tu es d'accord avec les choix que le Canadien ont fait de mettre de l'avant les joueurs qui ont peut-être un avenir avec le club au détriment de ceux qui ont travaillé fort et sué toute l'année pour ramener le club là? Ben, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, je pense que c'est une erreur des Canadiens. C'est une erreur aussi de. Tu sais, je pense qu'il faut comprendre. Tu sais, Kent Hughes fait d'excellentes choses. L'organisation des Canadiens font vraiment de très belles choses au niveau du développement des joueurs. Tu sais, c'est rafraîchissant de voir une organisation qui se soucie de ses joueurs, les respecte. Et je pense vraiment que ça va créer des petits à long terme. Tu sais, rappelle-toi, Sean Monahan, on l'a accommodé. On l'a amené à Montréal l'an dernier. Il voulait revenir à Montréal avec un contrat d'1 an pour peut-être être rééchangé à une bonne équipe. On l'a accommodé, on l'a ramené. On a demandé une transaction pour participer aux séries. On l'a envoyé à Winnipeg. On a été très généreux à ce niveau-là. Tu sais, je pense que la preuve n'est pas faite jusqu'à preuve du contraire. C'est une organisation qui respecte ses vétérans, ses joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que Kent Hughes voit une importance à ça. Là, je vais peut-être blâmer un peu John Sedgwick. Tu sais, si John Sedgwick, on s'entend, c'est l'un des meilleurs au niveau du plafond salarial. Ça a été l'une des références. Il a donné un avantage pendant des années lorsque Marc Bergevin était directeur général pour calculer comme il se doit, pour être en mesure d'accomplir des petites transactions à la date limite parce qu'on accumulait constamment de l'espace sous la masse salariale. Tu sais, c'est un génie et il est bon là-dedans. Mais c'est un gars de chiffres, John Sedgwick. Et là, je me demande si lorsqu'on est arrivé au côté humain, tu sais, lorsqu'on sort la calculatrice et qu'on calcule, il est extrêmement bon. Mais c'est comme si lorsqu'on avait à considérer le côté humain, tu sais, là, je comprends. C'est comme si on se disait, ben écoute, on a Kidney, on a Luke Tuck, on a Florian Jacquet, on a plein de gens, on veut les aider, on veut leur donner une situation de haute compétition et de série, ça va leur être utile. Je comprends. Mais à un moment donné, il y a les joueurs qui sont dans le vestiaire aussi, qui, eux, se sont donnés toute l'année. Tu sais, quand tu parles d'un message et surtout d'être dans une condition gagnante, je comprends que Riley Kidney, par exemple, peut-être qu'il était utile au niveau du développement, mais là, dans la situation précise, pour gagner, je pense que tu es mieux avec un Arnaud Durando, avec des gars comme ça, des Philippe Sedergvis, des gars un peu plus robustes, plus d'expérience, plus de caractère, qui vont aller te le gagner le match. Là, supposons que tu te retrouves en série, même si Kidney ne joue pas, même si Tuck ou Jacquet ne joue pas, c'est de l'expérience qui est bonne simplement pour le vivre, pour les expériences humaines, pour le côté préparation, intensité, caractère, comment tu te comportes parce que tu as une blessure et que tu dois jouer malgré tout. Ce sont toutes des choses qui sont assez importantes et ma lecture, c'est comme si justement Sedgwick là-dessus l'avait peut-être un peu échappé. Ça ne vient pas de Jean-François Hull parce que lui aussi, un peu à mot couvert, l'a un peu dit, il aurait préféré utiliser d'autres joueurs que ceux qu'il a utilisés. Là. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on écoute un peu plus les vétérans, qu'on écoute le pouls du vestiaire. Puis je pense que ça aurait été au final bon, parce que je ne suis pas en train de dire qu'on aurait participé aux séries malgré tout, mais ça serait battu un peu plus. On aurait respecté davantage les vétérans aussi. Je comprends qu'il y a les joueurs qui peuvent évoluer dans la LNH, mais il ne faut pas sous-estimer les gars de Ligue américaine qui sont de bons vétérans, qui vont aider tes jeunes à progresser, à prendre les bonnes habitudes. Et si, ultimement, David Reinbacher devient un excellent défenseur dans la LNH, et Paquette Bisson en est un bon exemple, c'est quelqu'un qui avait un bon rôle avec lui dans les matchs que j'ai observés. On ne peut pas négliger l'apport de ces gars-là. Donc, je pense que là-dessus, on l'a peut-être échappé un peu. Là. Vraiment, je comprends, on est très bon au niveau des calculs et du côté cartésien, mais parfois, le hockey, ça se passe un peu psychologiquement et au niveau des émotions aussi. Ouais. Pour les gens qui n'ont pas suivi, John Sedgwick, qui est le directeur général du Rocket de Laval, c'est plus seulement le joueur, l'homme derrière la calculatrice qui gère le plafond. Il a ce rôle depuis. J'aurais aimé ça le voir, mon Marky. J'ai été déçu qu'il n'était pas au bilan de l'organisation. Si tu es DG de l'équipe, il me semble que tu dois faire face à la musique.
l'équipe n'est pas en mesure de se qualifier. Ça aurait été le fun de l'entendre à ce niveau-là. Puis je pense qu'on a un peu, tu sais, je trouve ça intéressant que tu parles, c'était bon pour le développement de Riley Kidney de jouer dans un match important. Mais parce qu'on n'a pas qualifié, on ne s'est pas qualifié pour les séries, on a privé un Logan Mayou, un David Reinbacher et plein d'autres de des matchs importants en série. Fait que, tu sais, il y avait quand même un élément. Mais bon, regarde, on ne reviendra pas dans le passé, on ne fera pas du morning quarterback, mais je trouvais ça intéressant qu'on parle de cet aspect-là un peu plus philosophique là, de la part de Sedgwick. Mais tu sais, c'est parce que ça revient souvent à ce qu'on dit parfois pour des postes dans la LNH. Est-ce qu'on veut donner un poste à un jeune ou on veut qu'il se batte pour un poste? Je pense que c'est un peu ça. Puis surtout en fin de saison. Au départ, là, c'était dans les alentours du mois de décembre. Là, je peux comprendre. À un moment donné, la Ligue américaine te sert à développer tes joueurs, te servent à leur donner du temps de jeu. Ça, il n'y a pas de problème. Au début de la campagne, ça, je peux très bien comprendre qu'on a un Olivier Galipeau dans les gradins et qu'on fasse jouer un Mathias Norlinder. Ça, je le comprends parfaitement. Mais lorsque tu es au dernier match de la saison, que tu te bats pour ta survie et que là, surtout pour le message que tu envoies, non seulement aux vétérans, mais aux jeunes, comme quoi, bon, ben, si j'ai un contrat, je vais passer devant le vétéran qui est meilleur que moi, ça ne change rien. Je pense que c'est le message aussi que tu envoies, c'est que, écoute, tu n'as pas été en mesure de mériter ton poste dans la formation à la fin de la campagne. Tu dois en faire plus, tu vas devoir connaître un meilleur été, tu vas devoir t'illustrer davantage pour être meilleur l'an prochain. Et sais-tu quoi, là, tu fais pas d'omelette sans casser deux, là, vraiment, ça aide, ça aide un joueur au niveau de son développement lorsque tu vis toutes sortes d'adversités et que tu t'en sors. Tu sais. Ouais, on verra comment ça va tourner pour le Rocket de Laval et on peut s'attendre certainement à quelques mouvements de personnel d'ici le début de la prochaine saison, Marty. Dans tout ça, on a assisté au début professionnel de Florian Jacquet et de Luke Tuch. Comment tu les as trouvés, même si effectivement l'échantillon est très petit, mais comment est-ce qu'ils se sont débrouillés dans une ligue, disons-le, c'est pas la NCAA, c'est pas la Ligue canadienne de hockey, ça reste quand même un niveau professionnel. Moi, je vais commencer avec Luke Tuch. Je n'ai pas observé énormément de matchs. Il y en a eu 2. J'ai observé le deuxième contre les Sénateurs de Belleville où on a perdu 2-1. Je te dirais, j'ai été franchement impressionné par Luke Tuch. Vraiment, là, tu vois, je te dirais déjà qu'il est à l'aise dans la Ligue américaine. Il n'y a pas de problème au niveau physique. Il est déjà quelqu'un qui est plus gros que tout le monde. Il gagne déjà son lot de bataille. Comme il a quand même une certaine compréhension de jeu, quand même capable de se placer, il est souvent capable d'aller se positionner pour créer des revirements, pour être efficace en récupération de rondelles, pour être vraiment en mesure de garder la rondelle en possession pour le Rocket, pour créer plus d'attaques en zone adverse. Je le trouve vraiment, j'ai vraiment adoré. Là. Vraiment, tous les détails par moment qui peuvent être difficiles pour un jeune. Donc, le côté exécution, le côté physique, le côté intimidant d'avoir les bons vieux vétérans de la Ligue américaine qui tentent de te brasser, de te frapper beaucoup, ben, ça n'a vraiment pas été un problème pour Luke Tuch. Au point de dire, honnêtement, désolé, dans son cas, écoute, je pense qu'il doit commencer à Laval l'an prochain, là, mais je pense que s'il peut prendre un peu de confiance et vraiment devenir extrêmement à l'aise au niveau de la Ligue américaine, puis on s'entend, on parle de quelqu'un de plus âgé, donc c'est pas nécessairement surprenant ce que je vais dire par rapport à un Florian Jacquet. Je pense qu'on pourrait le voir à Montréal pas mal plus rapidement que prévu. Je ne dis pas qu'il va se tailler une place dès le camp, mais si après 30 ou 40 matchs, on voit que Luke Tuch qui est capable d'amener des points, qui est fort physiquement, il est bon dans sa zone, il est capable d'amener une présence devant le filet. J'ai souvent parlé à quel point il était dérangeant autour des filets adverses sans avoir les plus grandes mains au monde. Je pense que ça dépend simplement si on veut travailler son jeu offensif. Est-ce qu'on veut faire en sorte qu'il s'éclate au niveau des mains, qu'il ait du temps pour tenter toutes sortes de choses, de la créativité, de prendre de la confiance? Si on le voit davantage dans un rôle de 3e ou 4e trio, moi, je pense vraiment que s'il y a des blessures et que tu te retrouves dans les alentours du fin novembre ou début décembre, écoute, je commence à me demander si ça ne pourrait pas devenir un rappel parce que le niveau gabarit, et le niveau gabarit, intensité, là, c'est pas un problème pour lui. Puis je te dirais même au niveau vitesse, moi, de ce que j'ai vu là, avec simplement un match, a été vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup dans le cas de Tuch, c'est que je pense qu'on assiste tranquillement à un changement de philosophie de la part des Canadiens. Tu sais, l'air d'avoir des Jesse Ylönen sur le 4e trio, je pense que ça accentue, ça met vraiment l'emphase sur le fait que le Canadien est une petite équipe. Puis que c'est pas une équipe nécessairement qui est difficile à affronter. Quand tu as des Luke Tuch, quand tu vas peut-être des Florian Jacquet, quand tu vas avoir des plus gros bonhommes sur ton 4e trio qui vont être capables d'étouffer l'adversaire en fond de zone,
ça va mettre moins la lumière sur un Cole Caulfield qui a peut-être un plus petit gabarit parce qu'au moins, on va en avoir d'autres gros bonhommes. Tu sais, je ne veux pas manquer de respect à Ylönen, mais Marty, il n'a pas le profil d'un joueur de 4e trio. Ça ne fonctionne juste pas dans cette chaise-là pour lui. Puis je pense que ça va être intéressant d'avoir un joueur avec un peu plus de hargne, un plus gros physique, quelqu'un qui va frapper en fond de territoire sur un trio d'énergie. Ben, il n'est pas nécessairement mauvais, Ylönen. C'est pas une mauvaise chose de l'avoir dans ta formation. Là, comme tu viens de dire, c'est un gars de 4e trio. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'implique. C'est quand même quelqu'un qui va bien se positionner à l'occasion. Mais en même temps, et là, ça revient à une question de philosophie. Moi, personnellement, j'aime mieux bâtir mes 4e trios avec des gars intenses, des gars qui n'arrêtent pas de travailler, qui sont toujours en train d'appliquer de l'échec avant, qui frappent aussi. Là. Donc, c'est correct d'en avoir un, Ylönen, mais t'en veux pas 3 ou 4. Là, si tu rajoutes un Emil Heinemann, ça ressemble un peu à la même chose aussi. Là. Si tu commences à additionner les petits joueurs, c'est là que ça devient plus compliqué. Tandis que là, je trouve ça intéressant, c'est que d'avoir un Luke Tuch. Là, lui, il est imposant. Lui, il a un style robuste. Là, lui, c'est quelqu'un qui est habitué de brasser. Il a toujours joué comme ça depuis ses années avec le programme américain des moins de 18 ans. Ça t'amène vraiment une dimension supplémentaire. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vu depuis 4 ou 5 ans avec les Canadiens aussi. Tu sais, on est habitué justement d'être peut-être un petit peu plus petit au niveau du gabarit et tout ça. Là, c'est là qu'un Luke Tuch, ça devient... c'est rafraîchissant, ça amène vraiment quelque chose qu'on n'avait pas souvent vu. Puis comme tu le disais, des autres, c'était des gros bonhommes comme ça qui travaillent en fond de territoire. On le travaille d'appliquer de l'échec avant, de vraiment faire circuler la rondelle et tout ça. Bien là, Caulfield, lui, pendant ce temps-là, pendant qu'il n'a pas la rondelle, peut s'occuper à se créer de l'espace, à se faire oublier, à se trouver un endroit où là, ben, je suis pas en train de dire qu'il va jouer avec Luke Tuch, c'est pas la même qualité. C'est pas le même calibre de joueur, mais ça donne plus d'espace aux petits joueurs qui, là, lorsqu'ils ont la rondelle, peuvent te faire mal en fraction de seconde. Ouais, puis là, écoute, on n'est pas en train de dire que Luke Tuch, c'est le sauveur et que ça va révolutionner le Canadien de Montréal, mais il peut contribuer quand même à cette fameuse étiquette-là, ce cliché-là d'une équipe bâtie pour les séries. Je pense que c'est un peu ça que ton 4e trio doit te donner, puis on le voit très bien dans les différentes séries de la Ligue nationale présentement. Puis un autre qui pourrait venir justement aider à cette réputation-là, c'est Florian Xhekaj. Marty, lui, tu l'as trouvé comment avec le Rocket? Je l'ai trouvé correct. J'ai trouvé que il était de calibre au moins. J'ai trouvé qu'il s'est illustré. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a quand même vu de temps en temps. Lui, j'ai vu 2 rencontres. Il a joué, j'ai vu le match à Cleveland et j'ai vu le fameux 2e match contre les Sénateurs de Belleville. Ce que j'ai aimé, c'est que tu vois qu'au moins au niveau du coup de patin, il est de calibre pour la Ligue américaine. Donc, il suit le rythme, il est capable d'aller dans les coins, il est capable de rivaliser avec les joueurs adverses au niveau physique, ce qui n'est pas une surprise. Je veux dire, c'est quelqu'un de 6 pieds 4 pouces quand même. Je te dirais même que c'est un ajustement qu'il va devoir faire. Tu sais, il l'a déjà mentionné dans le passé, comme quoi dans la OHL, à un moment donné, il a dû se ralentir un peu parce qu'il est copé de suspension, de mauvaises pénalités, parce que les critères des officiels n'étaient pas assez physiques pour ce qu'il peut apporter par rapport au rang professionnel. Il disait lui-même, j'ai hâte d'être dans les rangs professionnels, je vais pouvoir m'illustrer davantage dans ce que je peux apporter. Là, il va devoir faire attention, parce que le match numéro 1 que j'ai observé, là, il sortait des lignes de jeu, et il sortait de son positionnement pour aller frapper quelqu'un, il tentait de brasser tout le monde, il tentait vraiment d'être, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais le shérif sur la patinoire, là. Et là, parfois, ça se retournait contre lui. Tu sais, on s'entend, il joue au centre, là. Je l'ai vu au moins 4 ou 5 fois par terre après des mises au jeu parce qu'il tentait d'être robuste, mais là, se faisait prendre à lui-même, mais se retrouvait par terre et était peut-être un peu moins... c'est ça. Le côté expérience lui manquait, donc là, se retrouvait par terre parce que là, le bon vieux truc du vétéran qui, par exemple, glisse un bâton au bon endroit dans les patins, là, c'était plus compliqué. Donc, tu sais, mais au moins physiquement, tu le vois qu'il est impliqué. Tu vois qu'il y a un désir, tu vois qu'il y a une implication et un caractère. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, il y a 2 aspects que je surveille dans son cas. Clairement, c'est pas un joueur de centre. Et là, ça revient aux fameuses décisions de l'organisation. Semble-t-il que Jean-François Houle le voulait à l'aile et qu'on l'a placé au centre. Je le répète, mais je pense que Florian Xhekaj n'est pas un joueur de centre. On le voit régulièrement mal positionné. Il devrait être en anglais, on dit le F3, là, donc l'attaquant qui travaille avec les défenseurs. Là, parfois, on le voit s'amener en échec avant, aller frapper quelqu'un, alors qu'il y a déjà
2 autres attaquants dans le territoire. Là, ça crée de l'espace pas mal pour l'adversaire, pour les relances, pour les jeux de transition. Ça, c'est ce que j'ai moins aimé. C'est pourquoi je pense qu'à l'aile, ça peut être plus efficace. Tu sais, justement, prendre ton couloir, aller frapper en échec avant, ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Tu amènes de l'intensité, tu es capable de changer le vent de côté. Puis là, parfois, lorsqu'il n'y a pas la rondelle, peut aller au filet, peut tenter de récupérer des retours de lancer, peut déranger le gardien de but. Ça, c'est des missions que tu vois beaucoup chez l'ailier. Mais le centre doit souvent être toujours disponible pour des remises, pour être en support de rondelle, pour aider les défenseurs ou tes coéquipiers à l'attaque, pour vraiment faire en sorte que la rondelle se promène constamment dans les 3 zones. Et je l'ai trouvé moins efficace là-dessus. Et le deuxième aspect, parce qu'on s'entend, Florian Jacquet pourrait retourner dans la OHL avec les Bulldogs de Brantford. Il jouerait comme un joueur de 20 ans. Là, je pense que c'est la question. Est-ce qu'il est assez dominant pour avoir un impact offensif dans la Ligue américaine? Présentement, moi, désolé, outre le fait de se retrouver au filet, je ne suis pas certain que ce gars-là peut amener des points au tableau l'an prochain à Laval. Donc là, je pense que ça revient un peu à qu'est-ce que les Canadiens vont faire. Si on pense qu'on... Ça dépend du potentiel qu'on voit en Florian Jacquet. Si on le voit comme un gars offensif qui peut peut-être amener un peu plus d'attaque, devenir plus qu'un gars de 4e trio qui peut se démarquer avec son tir, le fait de se libérer et tout ça, je pense que là, la OHL va être préférable pour lui parce qu'il va obtenir une quarantaine de buts et 70-80 points. Il va obtenir du temps de jeu en attaque. Ça va aller plus lentement, il va pouvoir s'éclater un peu plus, tenter plus de choses en attaque, comme Arbor a fait un peu à son année de 20 ans. Il développait pas mal plus de choses et tout ça. Donc, vraiment, ça, je ferais... Donc, si vraiment on voit qu'il y a un potentiel offensif, je le renverrais dans la OHL. Si on n'en voit pas plus d'avantages et qu'on veut davantage un gars de 4e trio physique, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais avec le Rocket de Laval, par contre, l'an prochain, honnêtement, je serais surpris qu'il atteigne plus que 10 points. C'est à ce niveau-là. Là. C'est quelqu'un qui brasserait, qui aurait du caractère, mais pas plus. Et c'est normal. Là. C'est quelqu'un qui a 20 ans et qui, surtout, a une progression pas mal plus tardive que tout le monde. Tu sais, je le rappelle, Arbor Jacquet, à 20 ans, il était dans la OHL, il n'était pas dans la Ligue américaine. Donc, c'est déjà quand même pas mal. Marty, question un peu technique, parce que là, tu nous parles de la OHL ou encore la Ligue américaine. Est-ce que les Lions de Trois-Rivières pourraient être une possibilité l'année prochaine? Si l'équipe ne déménage pas. si l'équipe ne déménage pas, effectivement, j'aurais peut-être dû préciser. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y a cette éventualité-là. Oui, ce serait possible. C'est sûr que si ce serait déjà plus lent un peu. Je pense que ça joue plus robuste encore dans la ECHL et ça, il n'y a pas de problème pour Florian Jacquet. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, au final. Ben, ça, ce serait parfait. C'est sûr que ça peut être une avenue intéressante, mais en même temps, je le répète, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est beaucoup, est-ce qu'il n'a plus rien à apprendre dans la OHL? Je pense pas que ce serait le cas. Je pense que Brantford aurait une bonne équipe encore. Tu sais, je parlais de Marek Van Acker en début d'épisode. Il va revenir à 18 ans. La recrue de l'année dans la OHL, Jake O'Brien, joue pour Brantford. Il va être là. Si un Patrick Thomas peut revenir, Nick Lardis va avoir 19 ans, devrait revenir. Tu sais, probablement que les Bulldogs de Brantford auront l'une des très bonnes équipes de la OHL. Donc, est-ce qu'il n'aurait plus rien à apprendre dans la OHL? Moi, je pense que non. Je pense qu'il gagnerait à justement vivre un long parcours, peut-être atteindre la Coupe Memorial. S'il ne l'atteint pas, au moins obtenir un long parcours en série, ça va être bénéfique pour lui. Et j'aime mieux ça que de le voir à Trois-Rivières. En même temps, c'est sûr que ça donne la possibilité d'un rappel. Tu sais, justement, s'il va bien, il produit à Trois-Rivières. Supposons que c'est Trois-Rivières, ça pourrait être n'importe où aussi. S'il se retrouve et qu'il obtient beaucoup de temps de jeu et tout ça, qu'il obtient des points, mais là, c'est sûr que si on s'entend dans la Ligue américaine, tu as souvent des blessés. Tu sais, s'il y a des blessés à Montréal, tu as des rappels et tout ça. Mm-hmm. C'est sûr que là, ça te permet de le rappeler. Là. Ça, c'est l'avantage supplémentaire. Mais moi, personnellement, je préférais l'option... Moi, je ne vois pas un gros potentiel offensif. Donc, j'aurais tendance à le garder à Laval et d'avoir justement un 4e trio plus physique avec plus de gabarit. Là. Mais... Parce que tu abandonnerais en tant que tel sur son aspect offensif puis tu lui demanderais de se concentrer sur son jeu physique. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ben, tu sais, je veux dire, tu n'abandonnes pas. Je veux dire, tu veux toujours aider le joueur à devenir la meilleure version de lui-même. Mais oui, moi, je me dirais davantage, écoute, au moins, il est capable de s'illustrer dans la Ligue américaine. Il est capable d'avoir un impact. Je veux compter là-dessus.
Et là, ben, tu te croises les doigts pour qu'il s'améliore un petit peu plus. Mais si au moins, tu as simplement un joueur de quatrième trio, on s'entend, c'est un choix de quatrième tour. C'est pas mauvais non plus. Si qu'il devienne simplement un joueur de la LNH, Ben oui. ça va être un gros boni. Là. Donc, Exact. moi, je le garderai à Laval, mais ça serait extrêmement bon pour son développement aussi de l'avoir avec une bonne équipe à Brantford. Et l'entraîneur-chef, c'est Jay McKee, c'est un ancien de la LNH. Là. C'est un défenseur qui était assez physique. Je pense qu'il va gagner de. J'ai vu beaucoup de joueurs se développer avec les Bulldogs de Brantford et de Hamilton. Harbour en a un bon exemple. Là. Exact. J'ai vu beaucoup de joueurs bien se développer avec Jay McKee, donc je pense que ça peut. Ça serait bénéfique pour Florian aussi. Donc, il y a deux avenues intéressantes. Ça dépendra comment les Canadiens voient la situation. L'année prochaine, une chose est sûre, ça devrait être bon de les voir au camp d'entraînement. Je prends un gars comme Luke Tuck. On n'a pas eu la chance de le voir dans cet environnement-là du Canadien de Montréal. Ce sera le fun de le voir comparé à ses pairs en vue du camp d'entraînement